Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici la leçon 49, l'avant-dernière de notre énorme formation qui date depuis 2 ans sur les oiseaux de France. Je suis, vous voyez, dans un paysage intéressant, dans les montagnes de l'Antioquia, qui est un département colombien, dans la région de Montebello, non loin de Medellín. Nous allons, après ceci, retourner à Bucaramanga, dans le département de Santander, où nous avons vraisemblablement trouvé un travail pour nous deux. En tout cas, les documents sont en cours et si nous avons notre permis de résident, nous allons rester. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui en parle et qui va vous montrer un oiseau extrêmement rare, un des plus rares que j'ai vu dans ma vie et que j'ai vaguement pris en photo. Vous verrez, il y a aussi un petit film. Je pense que la vidéo est vraiment intéressante et puis ce serait en soutien de votre part de la voir, de la revoir, de la partager. Parce que, évidemment, plus elle a du succès, plus mon employeur sera motivé pour payer les frais qui sont significatifs pour que nous ayons nos documents. J'ai vu qu'il y avait un oiseau qui est passé derrière. Il s'agit d'un urubu noir. Il y en aura peut-être d'autres qui vont passer. Vous voyez, il y a un petit point noir qui passe, on peut l'identifier, c'est ce que font les spécialistes des oiseaux marins, on en a parlé dans les vidéos précédentes, et nous n'allons pas revenir sur l'identification. Tout d'abord parce que, comme je l'ai expliqué en vidéo, on ne peut pas aller très loin, il faut faire du terrain, et d'autre part parce que vous êtes peu nombreux à faire les exercices qui ne sont pas faciles, il faut le reconnaître. Et donc, on va plutôt ici parler du comportement des labes, de leur position taxonomique, et ouvrir des tas de questions de type plutôt donc éthologique, puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois, la formation a pour but non pas de vous apprendre tout, d'abord parce que je ne sais pas tout, personne ne sait tout, parce que la science continue à découvrir des choses, et ensuite parce que ce qui est de plus passionnant justement quand on observe les oiseaux, c'est la découverte. Et donc, avec notre formation, ce que nous faisons en fait, c'est vous permettre d'avoir plus de facilité à réaliser des découvertes. Ce n'est pas juste pour vous déverser une connaissance que vous pourriez répéter. Voilà le soleil qui sort, ça nous change, ça fait 3 jours qu'il y a de la brume. Et les labs, c'est un cas particulièrement intéressant. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous révéler quelques mots de mon livre sur l'intelligence des oiseaux. J'espère que vous l'avez acheté, et si pas que vous allez le faire. Et rappelez-vous que dans un mois, on atteint les fêtes de fin d'année, un petit peu plus d'un mois, et que c'est un très beau cadeau à offrir pour à peu près n'importe qui, parce que ce livre est vraiment accessible à tous les niveaux, même à quelqu'un qui n'a pas encore de grandes connaissances sur les oiseaux, qui a simplement un intérêt pour la nature de façon générale, il va découvrir plein de choses. Il y a plus de 1500 exemplaires qui ont été vendus pour un ouvrage sur un sujet aussi spécifique, de niche comme on dit. C'est pas mal. Et surtout, si vous allez sur Internet, vous allez voir que 100% des commentaires jusqu'ici sont positifs. Les commentaires, vous savez, les étoiles, etc. Sur Amazon, ce n'est pas la plateforme que je préfère, mais on le trouve sur Amazon. Vous pouvez aussi évidemment acheter chez l'éditeur et dans certaines librairies, mais je n'ai pas d'informations sur les librairies où il est disponible. Le plus facile, pour moi, c'est de vous donner évidemment le lien vers l'éditeur. Vous pouvez l'acheter directement. Dans ce livre, je parle de toutes les familles d'oiseaux que nous avons chez nous. Je parle des labes, et je dis assez peu de choses des labes en fait. Je raconte leur kleptoparasitisme, c'est le terme. Quand on est parasite de la nourriture, ça se dit kleptoparasitisme. Et puis, on rajoute un petit encart et on demande si le comportement parasite est un comportement intelligent. Dans un livre sur l'intelligence, c'est une question tout à fait légitime. Et la réponse est oui. Il est intelligent de parasiter. Alors certains vont dire c'est pas bien. Évidemment, on a une vision du respect des individus, nous les humains, enfin certains humains, parce que quand on voit leur comportement, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dans notre éducation, on nous dit qu'il faut respecter les individus, la propriété des autres, etc. Donc, parasiter semble être un comportement négatif.
Cette vision des choses est évidemment individualiste par définition, puisqu'il s'agit d'individus. Mais la question c'est, est-ce que c'est positif pour l'écosystème? Et exactement comme la prédation, le parasitisme est quelque chose de positif pour l'écosystème. Dans le livre, je dis oui, c'est un comportement intelligent, parce que si ça avait été un comportement négatif, il aurait déjà été contre-sélectionné par définition. Si vous avez dans un écosystème un animal qui affaiblit l'écosystème va l'éjecter. Et d'ailleurs, maintenant que je dis ça, des gens vont me dire « Oui, mais alors quand on a introduit une espèce, c'est pas grave. » Ça dépend de ce que vous appelez « pas grave ». Parce que comme l'écosystème va l'éjecter, ça va faire des dégâts. Les animaux que vous avez amenés vont mourir de faim, vont mourir parce qu'ils vont être tués par d'autres animaux, ils vont mourir de maladies. Donc déjà, rien que ça, c'est pas sympathique. Ensuite, ils vont essayer de survivre, sans succès, puisque leur comportement est négatif, donc ils doivent être éjectés, mais le temps que ça se passe, la nature, c'est pas un ordinateur, ça prend du temps. Eh bien, eux vont peut-être essayer de se débrouiller en mangeant d'autres animaux, en volant la nourriture peut-être d'autres animaux qui, eux, sont bien adaptés. Donc ils vont peut-être provisoirement, pendant quelques semaines, quelques mois, affaiblir les populations des animaux bien adaptés qui composent l'écosystème. Donc il ne faut pas introduire. Mais si un animal a déjà été introduit, et qu'il est accepté par l'écosystème, et qu'il est même abondant, alors nous on les voit comme des envahissants, etc. S'il est abondant, c'est qu'il est très bien adapté à l'écosystème et qu'il le dynamise. Et donc pour ça, je vous invite à aller voir un de mes articles aussi. Je vais encore en faire d'autres et je vais rajouter une petite vidéo dans la série que je vous recommande. Je pense que vous regardez tous parce qu'elle a pas mal de succès. La série Réponse à une question naturaliste en moins de 5 minutes, où je reviendrai pour vraiment très rapidement rappeler pourquoi il ne faut pas s'inquiéter des espèces exogènes qui s'adaptent bien aux écosystèmes. Et que c'est même quelque chose de positif. Je viens d'avoir un échange avec une personne qui se prétend scientifique ou naturaliste, un étudiant, je crois, et il est encore à l'ancienne, quoi. Il est encore au XXe siècle. La cause de l'extinction de masse, les espèces introduites. Il est tout à fait à côté de la plaque. Et donc je voudrais faire un petit résumé, rapide, pour ne pas obliger tout le monde à lire le long article que je vous mets là à l'écran, qui est très bien. Moi je suis très content de cet article, il est énormément lu. C'est une des pages les plus vues de mon site. Il a des commentaires positifs, je sais qu'il a convaincu beaucoup de gens, mais il faut quand même une personne qui a suffisamment d'ouverture pour le lire. C'est qu'une petite vidéo de 5-10 minutes, c'est beaucoup plus facile à faire circuler. Donc, nos labs, ils attrapent, ils ne font pas que ça, mais ils attrapent les proies qui ont été pêchées par d'autres oiseaux, notamment des laridés, des sternes, des mouettes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les mouettes et les goélands font ça aussi. On pourrait même dire, même si ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, quand on regarde l'arbre phylogénétique des labs, ils ne sont pas directement sœurs des laridés, mais plutôt des alcidés, c'est quand même intéressant. On pourrait dire c'est un petit peu comme si des goélands et des mouettes se sont mis à attraper tellement de proies d'autres laridés, ou voire d'autres oiseaux, qu'ils se sont spécialisés et leur morphologie a évolué dans ce sens. Sauf que les labs étant plus proches des alcidés, donc des pingouins, c'est plutôt en ancêtre. Alors on ne sait pas très bien, parce qu'il faudrait retrouver des fossiles précisément à ce moment-là, à quoi ressemblaient ces ancêtres avant la séparation des labs et des pingouins. Mais ce sont des oiseaux qui certainement pêchaient, puisqu'ils sont toujours piscivores, les labs comme les pingouins. Mais les pingouins ne sont pas du tout parasites, les labs sont très parasites. Et comment s'est passée la séparation ? Eh bien, malheureusement, on n'était pas là pour le voir. Ce qui est certain, c'est que les individus qui ont choisi la voie du parasitisme, vu qu'ils ont réussi à créer une petite famille avec plusieurs espèces que l'on rencontre dans une partie significative du monde, c'est en succès. Donc, ce comportement est positif. Alors, dans quel sens il peut être positif pour l'écosystème ? Eh bien, comme je l'explique un petit peu dans mon livre pour ce qui concerne les labs, et j'espère que vous allez aller le lire, et vous allez vous rendre compte que je fais la même analyse pour toutes les familles d'oiseaux. C'est un petit livre, mais il est très très riche en fait.
Je vais ici vous donner un exemple un petit peu comique, avec une tique. Souvent, quand les gens me disent que le parasitisme, c'est pas bien, on en a déjà parlé pour les coucous du parasitisme, ici le kleptoparasitisme, je dis oui, mais enfin, ils servent à rien et ils piquent la nourriture des autres. Mais ça veut dire quoi, piquer la nourriture des autres? Ce que l'écosystème a besoin pour être dynamique, c'est que les nutriments, c'est la matière organique, parce que la matière organique, c'est toujours des nutriments pour les uns ou pour les autres, hein, c'est qu'ils circulent le plus vite possible. C'est qu'ils passent le plus vite possible d'un être à un autre. Plus le circuit est long et rapide, plus il y a de biomasse. C'est ça l'idée. Donc, pour que ça soit optimisé, il faut un régulateur. C'est-à-dire, enfin je vais vous montrer un exemple. Vous avez une prairie naturelle disons. Eh bien, vous pouvez mettre un certain nombre d'animaux, herbivores. Mais ce nombre n'est pas illimité. Il y a un nombre optimal. Si on en met plus, ces animaux risquent de dégrader la prairie. Et donc ils auront moins de ressources, donc ils vont diminuer. S'il y en a moins, c'est pas très grave, mais l'écosystème sera moins dynamique que ce qu'il pourrait être. Donc il y a un optimal. Qu'est-ce qui va permettre à cet optimal d'exister? Bien, je l'ai expliqué pour les prédateurs dans d'autres vidéos, dans des articles. J'en reparle, je crois, dans notamment une vidéo sur le rôle des oiseaux dans les écosystèmes, qui est donc dans la formation ornitho principale. Les prédateurs vont aider les herbivores à garder leur densité optimale par unité de surface, à faire des mouvements pour ne pas surexploiter ponctuellement en endroit, favoriser la régénérescence donc des graminées qu'ils mangent, et donc la présence du prédateur va dynamiser l'écosystème, y compris la population de proie qui va augmenter grâce au prédateur. Alors maintenant une tique. Est-ce que la tique fait augmenter les victimes? Eh bien là non. Elle ne les fait pas diminuer, mais ne les fait pas augmenter. Par contre, tout ce que les tiques mangent, il faut le produire. Donc, quand vous regardez une prairie, elle ne produit pas la même quantité de graminées toute l'année. Au printemps, l'herbe pousse, en été, il y en a plein, et puis en hiver, c'est pauvre. Mais, grâce à des parasites qui ont une durée de vie, un cycle de vie, je dirais, court, eh bien, ils peuvent agir au moment où il y a plein de ressources. Donc, ils vont forcer les animaux à manger un petit peu plus pour nourrir les tiques. Et donc, ça dynamise un peu l'écosystème. C'est pas énorme, vous allez me dire, à côté d'une vache ou d'un cerf ou n'importe quoi, quelques tiques. Mais ça fait partie du processus. Ça n'a pas un grand impact, mais c'est un petit impact positif. Alors, vous allez me dire, oui, mais les labs, ça n'a rien à voir avec des tiques. Oui, sauf que les labs sont migrateurs. Et ça change tout. Ah ben oui, parce que quand votre cerf est sur une prairie, s'il reste toute l'année sur la même prairie, ce qui va le réguler, c'est l'hiver. Qu'est-ce que la prairie peut produire l'hiver pour un cerf? Pas grand-chose. Puis il va se reproduire, d'accord, les jeunes vont être là en pleine saison, mais il ne va quand même pas pouvoir tout exploiter. Il y a une telle différence entre l'été et l'hiver. Évidemment, il y a d'autres animaux qui vont exploiter la prairie. Les écosystèmes sont composés de beaucoup d'espèces, pas que d'une. Mais c'est pour vous expliquer. Par contre, le migrateur, il est intéressant. Vous savez, les labs, ils nichent dans le Grand Nord. Et quand ils nichent, ils ne sont pas si parasites que ça. Ils sont plutôt charognards, ils pêchent, ils peuvent aussi chasser d'ailleurs sur Terre, ils sont très opportunistes en fait. Un petit peu comme des milans, si vous voulez. Mais une fois qu'ils partent en mer, pour une grande partie de l'année, parce que la nidification, ça prend 3 mois, 4 mois, et le reste de l'année, ils sont en mer. Et ils font quasiment le tour du monde, hein. Il y en a à peu près partout. Quand je dis que c'est un animal répandu, c'est vrai que les zones de nidification sont assez réduites, mais après, quand ils vont en mer, on les rencontre quasiment dans le monde entier. Mais ils vont aller là où il y a des concentrations de nourriture. Donc ils vont faire une pression sur une nourriture plus grande que si c'était absent. Donc ils dynamisent ponctuellement les écosystèmes. Autrement dit, pour faire très simple, vous avez une sterne qui pêche. Elle pêche 3 poissons par jour, pour dire quelque chose. Mais si elle s'en fait piquer 2 par jour, par les labs, elle doit en pêcher 5. Donc c'est comme s'il y avait plus de sternes.
Donc l'écosystème est dynamisé. Beaucoup de gens pensent que manger pour un animal, c'est en quelque sorte exploiter, affaiblir l'écosystème. Mais c'est faux. Les écosystèmes fonctionnent parce que les animaux mangent. C'est leur travail. Plus un système est dynamique, plus il y a d'animaux qui mangent. Mais plus il y a d'animaux qui mangent, plus le système est dynamique. Bon. Concernant l'observation des labs, comment rencontrer ces animaux extraordinaires? Je vais vous montrer évidemment quelques images, vous en avez déjà vu quelques-unes qui sont passées à l'écran. Soit il faut aller là où il niche, dans le Grand Nord, Scandinavie, Écosse, Groenland, pour parler d'un point de vue européano-centré, au Canada, vous allez dans le nord du Canada, bien entendu, en Sibérie, etc. Il y a l'équivalent dans l'hémisphère sud. Je ne connais pas bien les endroits, j'ai d'ailleurs jamais vu de labs méridionaux sur leur site de nidification, mais j'aimerais. Et là, vous les voyez dans un beau plumage nuptial. Par contre, on peut les voir en France, en Belgique. Il suffit d'aller en mer. Mais contrairement aux puffins et aux océanides dont on a déjà parlé, qui sont un peu difficiles à voir depuis la côte, on en voit parfois, surtout quand il y a des bons vents d'ouest là qui ramènent les oiseaux de l'Atlantique sur la côte européenne. Les labs, eux, ils vont où il y a des concentrations de l'aridés à parasiter. Et donc, si vous avez des endroits sur la côte atlantique où vous avez des concentrations de goélands, de mouettes, eh bien, avec un peu de patience, vous avez beaucoup de chances de voir quelques labs. Après, il va falloir les identifier. Comme j'ai dit, d'une part, je ne suis pas spécialiste des labs. J'en ai plus vu depuis longtemps en plus. Enfin, j'en ai vu un au Maroc ce printemps, mais enfin, c'était un peu léger. Ensuite, il y a de très bons documents, comme pour les oiseaux de mer, qui sont faits. Je vais vous mettre quelques exemples à l'écran avec les liens. Ils sont mieux faits que ce que je peux faire. Alors à quoi ça sert d'aller refaire le travail? Je ne vais pas copier-coller, aller résumer ce qui est dit ailleurs. Vous êtes capable de le faire, certainement après toute la formation que vous avez suivie. En fait, si vous voulez vous entraîner sur photo, le mieux que vous puissiez faire, c'est aller sur des groupes d'identification et vous entraîner à essayer d'être le premier à reconnaître lorsqu'il y a une demande d'identification. Vous cachez le nom, vous essayez d'identifier, vous voyez ce qui a été proposé, etc. Vous pouvez vous auto-entraîner. Mais si vous voulez être bon dans les labs, il faudra aller sur le terrain. Il faudra aller les observer et en voir beaucoup. Et c'est possible d'en voir beaucoup, pas trop loin. Plus loin si vous habitez dans l'est de la France que si vous habitez Brest, on a compris. Et bon, ça c'est comme pour tous les oiseaux. Pour en voir, il faut aller dans leur aire de répartition. Je vais quand même un tout petit peu aborder l'identification, non pas en vous montrant des comparatifs compliqués, mais maintenant, puisque je vais corriger la série d'exercices précédente, et j'en profiterai pour rajouter quelques éléments d'identification qui peuvent vous aiguiller, mais si ça vous intéresse vraiment, comme je le dis, allez voir les liens qui sont dans la description vers des articles qui sont intéressants et qui vous parlent de tout ça. Vous l'avez compris si vous avez regardé l'écran pendant cette vidéo, j'ai tourné les images et enregistré tout ça en novembre 2024 et je finalise enfin la vidéo en mai 2025. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Énormément de choses, je ne vais pas vous en parler ici évidemment, mais vous voyez à l'écran la playlist qui correspond au lieu où nous vivons pour le moment, à Loma Merchan. Il y aura bien sûr d'autres histoires qui vont arriver, mais ça, je vous laisse évidemment pour d'autres vidéos. Veuillez excuser le retard, il n'y a vraiment pas eu de possibilité de faire autrement. Vous pensez bien qu'avec cette nouvelle situation, nous avons dû faire passer les priorités, notamment notre permis de travail, avant tout le reste. Voilà. Donc maintenant, nous allons rapidement corriger enfin ces exercices. Toutes mes excuses donc aux 4 personnes qui attendent depuis des mois les corrections de leurs réponses. Numéro 1. Normalement, vous avez compris assez facilement que c'est un puffin, vu la manière dont il surfe sur les vagues. Exercice numéro 2. À quelle famille appartient cet oiseau? On a ici un oiseau qui vole pas très différemment, mais les battements d'ailes sont plus profonds, plus mous.
La base de l'aile est plus large, donc on a plus une forme de faucon, et en plus il y a le blanc des rémiges, c'est bien en lab. Exercice numéro 3. Vous voyez cet oiseau qui vole avec des ailes assez contrastées, noir et blanc. Toujours la même question, à quelle famille appartient-il? Il y a d'autres oiseaux sur l'image, on demande que celle-ci. Exercice numéro 4, quels sont les petits oiseaux qui se montrent là autour de l'exercice numéro 3? On corrige les deux ensemble. L'oiseau, évidemment, à dominante blanche est une mouette. C'est une mouette pélagique, mais bon, la question c'est est-ce que c'est en laridé? Oui, avec la tête noire, en plumage nuptial. Et les petits oiseaux autour sont évidemment des océanites. Peu importe la famille, puisqu'on a dit qu'on ne distinguait pas les deux familles d'océanites. Exercice numéro 5. À quelle famille appartiennent tous ces nombreux oiseaux que vous voyez voler? Il y en a qui sont posés, il y en a qui sont en vol. Il s'agit d'oiseaux de couleur noire, manifestement. Vous savez que la couleur ne vous aidera pas à identifier, mais c'est identifié sur base de la façon de voler, la forme des ailes. Des oiseaux qui se posent facilement comme ça, qui volent, qui se posent, ce sont des canards. Notez aussi le vol très rapide et très direct. Exercice numéro 6. Ils volent haut et ils ont des battements d'ailes relativement lents, beaucoup plus lents que les plus fins par exemple. Les ailes sont plus rigides. On note aussi en long cou. On a un peu une forme de canard en fait, d'anatidés, en gros anatidés, des oies, mais plus longs sur l'arrière. Une forme qui peut aussi rappeler les cormorans, qui n'apparaissent pas ici dans nos exercices. C'est quand même un oiseau plus fin avec un bec beaucoup plus fin que les cormorans. Ce sont des plongeons de la famille des gavidés. Le battement d'ailes rapide et le vol assez direct. On voit aussi des oiseaux rondelets, compacts, indiquent facilement des alcidés, famille des macareux, guillemots, etc. Exercice numéro 8. Toujours la même chose. Ici c'est un peu original parce que l'oiseau vole au-dessus de la terre. Alors j'ai montré de longues images. J'aime bien ces contextes d'îles océaniques, très jolis, avec cet oiseau qui semble perdu au milieu de nulle part. On ne voit pas de maison, on ne voit rien. Ça fait un petit peu rêver. C'est souvent dans ce contexte-là qu'on rencontre les oiseaux marins sur leur lieu de nidification. Il s'agit ici d'un puffin. En grand puffin, manifestement, vu que les battements d'ailes ne sont pas très rapides. On a vu par endroits quand même son style de vol de surf, quand il est au-dessus des vagues, mais quand il est au-dessus de la terre, évidemment, il doit voler différemment. Et c'est perturbant dans la réalité aussi. Exercice numéro 9. Cette manière de se nourrir au ras de l'eau, avec les pattes souvent pendantes, je pense que vous le savez, c'est tout à fait caractéristique des océanites. Encore une fois, on ne distingue pas les deux familles, et vous trouverez des comportements semblables chez les hydrobatidés comme chez les océanididés. Et voici la 10e question de l'exercice sur les familles. Cet exercice est un peu plus difficile parce que les images sont peu évidentes. C'est très souvent comme ça qu'on voit les oiseaux marins. Je dirais que c'est le plus réaliste des exercices. On voit passer des oiseaux avec des longues ailes qui sont des Procellaridae, famille des plus fins. Et alors on voit des oiseaux beaucoup plus petits qui papillonnent un peu plus, ce sont des océanites. Je trouvais ces images intéressantes, d'une part pour montrer le contexte le plus réaliste par rapport aux observations qu'on peut faire en Europe de ce genre d'oiseaux, et ensuite la comparaison entre deux familles de pélagiques. Ici, on va vous demander d'identifier les espèces. Ce ne seront pas des espèces très difficiles, donc ne vous inquiétez pas trop. Voici l'espèce numéro 1. Ces grands oiseaux, certains disent en forme de cigare, dans le sens qu'ils sont très longs de l'avant et très longs de l'arrière. Notez les ailes longues et pointues mais coudées, donc elles sont moins faucons que les labes, parce que trop longues pour un faucon, avec un avant-bras très long. Mais elles n'ont pas cette forme presque rectiligne des puffins. Ce sont des fous. Il n'y a qu'une espèce de fou chez nous, c'est le fou de bassin. Notez la différence entre les adultes
noirs et blancs, et les oiseaux plus bruns qui sont plus jeunes. Ici, on a un oiseau qui vole beaucoup plus vite, vous voyez, qui surfe au-dessus des vagues, c'est classique, c'est un puffin. Avec une ligne grise sous les ailes, c'est le puffin fuligineux. Alors normalement ici vous n'avez aucune difficulté, il y a une mouette mélanocéphale qu'on reconnaît facilement avec ses ailes blanchâtres dessous comme dessus, donc pas de bout noir comme chez la mouette rieuse par exemple, et pas le dessous de l'aile marqué de foncé comme chez la mouette pygmée. On note aussi bien sûr la tête noire de l'adulte nuptial et le gros bec rouge habituel chez cette espèce. Alors, du côté du canard, vous voyez qu'il s'agit d'un manatidé, normalement ça ne devrait pas poser de problème, notez le bec bien particulier. Je donne souvent cette description d'un bec qui semble totalement encastré dans la tête. En fait, il y a des plumes comme ça de la face qui avancent sur le bec. Et donc, c'est une forme très particulière, caractéristique de l'Eider à duvet. On entend des pans. Je suis à Loma Merchan, et à Loma Merchan, il y a des pans. Vous l'avez sans doute constaté sur d'autres enregistrements. Alors, le dernier oiseau, le numéro 15, c'est un puffin. Je suppose que vous avez reconnu les longues ailes rectilignes caractéristiques. Un puffin avec un gros bec jaune. Il n'y en a que deux, c'est le puffin cendré et le puffin de Scopoli. La différence entre les deux est très délicate. Elle ne fait pas partie de la formation proprement dit. Vous noterez que le puffin de Scopoli, il a les rémiges noirâtres mais dentelées comme ça. Alors, il n'y a pas cet effet dentelé ici chez le puffin cendré. Mais bon, de toute façon, ici, on ne vous demandait pas une analyse aussi détaillée. Le puffin de Scopoli ne faisait pas partie de la liste des possibilités, si je ne m'abuse. J'ai un peu perdu le fil, je dois avouer, et j'imagine que vous aussi, je m'en excuse, vu le retard de cette leçon par rapport aux précédentes. On va donc rapidement faire la 50e, pour quand même boucler cette fameuse formation, puis je ferai de nouvelles formations, mais je les lancerai que quand j'aurai suffisamment de vidéos d'avance pour ne pas vous faire attendre et garder le rythme promis. Certaines de ces formations ne seront accessibles qu'aux donateurs. Ça, je vous le dis depuis longtemps, maintenant que notre situation se stabilise, eh bien, on va devoir organiser les choses différemment. Même si des surprises, dans tous les sens, sont encore possibles, y compris des surprises au niveau personnel, même si certains sans doute, puisque certaines de nos vidéos vous parlent déjà de projets, notamment sur l'île de Sainte-Lucie, je ne sais pas si vous vous souvenez, où nous avions un objectif. Évidemment, ça a changé avec le travail en Colombie, la destination a changé, mais peut-être pas l'objectif final. Bref, je ne vous en dis pas plus pour le moment, cette vidéo est très longue, vous avez attendu longtemps pour la voir, vous avez dû attendre longtemps pour arriver à la fin, et bon, la 50e sera beaucoup plus courte, je vous rassure, on va parler d'Elaridés et des rapaces et du programme des formations suivantes. Merci pour votre patience à toutes et tous, pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt.